Alors, chers maîtres, chers confrères, j'ai l'honneur de vous présenter le topo aujourd'hui sur les complications de l'infarctus du myocarde. Pour ce faire, nous allons sur un plan articulé en 4 points. Après avoir introduit, nous parlerons des complications précoces, des complications tardives. On va conclure. Donc, l'infarctus du myocarde est un problème de santé publique majeur du fait de ces complications qui sont multiples et imprévisibles. Donc, ces complications sont parfois révélatrices de l'infarctus du myocarde et peuvent être classées en 3 grands groupes, les complications rythmiques, mécaniques et hémodynamiques. Ces complications... Je peux reprendre, je suis un peu stressée. Excusez-moi. L'infarctus du myocarde est un problème majeur de santé publique du fait de ces complications. L'évolution est souvent brutale, imprévisible et émaillée de multiples complications qui peuvent être souvent responsables d'arrêt cardiaque avant même l'hospitalisation, ce qui nécessite l'hospitalisation du patient dans une unité de soins intensifs pour surveillance, dépistage de ces complications et traitement. Donc, la fréquence de ces complications est en baisse du fait des nouvelles méthodes, essentiellement la revascularisation précoce qui est faite rapidement et qui permet de diminuer l'incidence de ces complications. Donc, on les classe en 3 grands groupes: les complications rythmiques, les complications hémodynamiques et les complications mécaniques qu'on peut regrouper en deux grandes classes: les complications précoces dues à l'occlusion coronaire et les complications tardives après la phase hospitalière. Donc aujourd'hui, puisque le cours est un peu long, nous allons parler juste des complications précoces et demain nous allons parler des complications tardives. Donc parmi les complications précoces, on les classe en 5 grands groupes: les complications rythmiques, hémodynamiques, mécaniques, thromboemboliques et la péricardite précoce. Donc nous allons parler des complications rythmiques que j'ai classées premièrement en mort subite, les troubles du rythme ventriculaire, les troubles du rythme supraventriculaire et les troubles de conduction. Donc la mort subite, elle peut toujours survenir et survient surtout dans la première heure. Elle représente la moitié des décès en phase aiguë, avec ce qui nécessite la moitié des décès en phase aiguë, et elle survient surtout les premières heures, ce qui nécessite un transport médicalisé du patient avec un défibrillateur dans le transport médicalisé. Donc les causes les plus retrouvées sont les troubles du rythme ventriculaire, surtout la tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire. Rarement on peut retrouver une dissociation, un arrêt cardiaque, pas dissociation électromécanique avec rupture de la paroi libre et hémopéricardie. Donc, si le patient a fait un arrêt cardiaque ressuscité, il faut faire une coronarographie en urgence. Les troubles du rythme ventriculaire. Les troubles du rythme ventriculaire, je les ai classés. Premièrement, on va parler des extrasystoles ventriculaires, du rythme idioventriculaire accéléré, de la tachycardie ventriculaire et de la fibrillation ventriculaire pour finir. Alors, les extrasystoles ventriculaires, elles sont fréquentes, elles surviennent dans les premières heures après l'infarctus. Elles sont soit spontanées, soit au décours de la reperfusion par thrombolyse ou par angioplastie, et elles font craindre l'apparition de troubles plus graves lorsqu'elles sont fréquentes, nombreuses, polymorphes, précoces avec des phénomènes RT et des couplages courts, ce qui nécessite la surveillance par monitorage du patient. Donc ici nous avons 2 ECG, 2 iconographies, excusez-moi, pour montrer premièrement le phénomène de couplage court avec l'espace RR qui sera inférieur à l'espace QT. Et le phénomène de RT, c'est une extrasystole qui survient à la fin de l'onde. Dans la phase critique de l'onde. Donc le rythme hydroventriculaire accéléré, c'est un rythme à point de départ ventriculaire assez lent, avec une fréquence qui varie entre 80 et 125 battements par minute. Il survient surtout dans les 48 premières heures après l'IDM. Donc elle peut se rencontrer dans les infarctus inférieurs et avec dysfonction sinusale, mais surtout au décours d'une reperfusion par thrombolyse.
ce qui note d'un critère de succès de la thrombolyse. Il n'y a pas de traitement particulier pour les idioventriculaires accélérés. Donc c'est deux iconographies qui montrent les rivets. Alors, on va parler maintenant de la tachycardie ventriculaire. C'est une tachycardie régulière à QRS large, supérieur à 120 battements par minute, avec une dissociation auriculo-ventriculaire des zones P qui sont dissociées et moins nombreuses que les complexes QRS, avec des phénomènes de fusion et de capture durant au moins 30 secondes pour être qualifiées de soutenues. Donc, elles peuvent être brusques, elles peuvent survenir de manière brusque ou annoncées par des extrasystoles ventriculaires. Elles sont souvent mal tolérées avec des signes d'insuffisance cardiaque gauche aiguë ou un collapsus. Elles représentent une urgence. Et les tachycardies ventriculaires survenant dans les 48 heures après l'IDM n'ont pas un pronostic, une valeur pronostique péjorative. Par contre, celles qui surviennent au-delà de 2 jours d'hospitalisation ont un pronostic plus sombre. Alors, pour diagnostiquer les tachycardies ventriculaires, on utilise souvent 2 algorithmes. Il y avait l'algorithme de Brugada et l'algorithme de Verrecke qui est venu en 2007. Donc, qu'est-ce que l'algorithme de Brugada dit? L'absence de complexe RS dans les dérivations précordiales. S'il y a une absence de complexe RS dans les dérivations précordiales, on est en face d'une tachycardie ventriculaire. Sinon, il faut calculer l'espace RS qui doit être supérieur à 100 millisecondes. Donc, une dérivation précordiale. Si l'espace RS est supérieur à 100 millisecondes, on est en face d'une tachycardie ventriculaire. Sinon, il faut rechercher une dissociation atrioventriculaire. Si on a une dissociation atrioventriculaire avec une tachycardie, on est en face d'une TV. Sinon, il faut rechercher les critères morphologiques de TV en V1, V6, le crochetage de la branche descendante, en V1, V2 et V6. Si oui, on est en face d'une TV. Sinon, on est en face d'une tachycardie supraventriculaire. Alors, Verrecke, il dit, devant la dissociation atrioventriculaire, directement, on passe à une TV. Sinon, il faut rechercher une onde R initiale en AVR. On est en face d'une TV si elle existe. S'il n'y a pas d'onde, s'il y a une onde R initiale en VR, on est en face d'une TV. Sinon, il faut rechercher des morphologies d'un bloc différent d'un bloc de manche ou une aberration. Sinon, on est en face. S'il y a des morphologies différentes, on est en face d'une TV. Sinon, il faut calculer le rapport vitesse initiale sur vitesse terminale, qui, si elle est inférieure ou égale à 1, nous oriente vers une TV. Si elle est supérieure à 1, on parle de tachycardie supraventriculaire. Alors, c'est une iconographie. Voilà l'onde R initiale en VR ici. Et ici, on n'a pas de complexe RS dans les dérivations précoces. Alors, en face d'une tachycardie ventriculaire, si le patient il est conscient, il faut palper les pouls. Si on a les pouls qui sont perçus, le pouls fémoral ou le pouls carotidien, il faut donner au patient de la xylocaïne 1 mg par kilo en IV direct, puis 50 mg par heure en IV continu. Si le patient ne répond pas, il faut le choquer avec une anesthésie générale. Lorsque le patient est inconscient, avec les pouls non perçus, il faut directement faire un massage cardiaque externe, un choc, la ventilation artificielle, si avec succès ou avec un échec. Alors, on a fini de parler de la tachycardie ventriculaire et la fibrillation ventriculaire. C'est une extrême urgence. Elle réalise des complexes QRS anarchiques déformés si, en l'absence de défibrillateur, conduit à un arrêt cardio-respiratoire. Le traitement, c'est le massage cardiaque, le choc électrique externe en premier, avec un massage cardiaque et une ventilation efficace. On peut donner de la xylocaïne et de l'amiodarone pour la prévention des récidives et surtout la revascularisation. Donc voilà une iconographie qui montre un peu les complexes anarchiques pouvant aboutir à un arrêt cardio-respiratoire. Alors, on va parler des nouvelles
recommandations pour la prise en charge des arythmies ventriculaires lors d'un infarctus du myocarde. Donc, dans les nouvelles recommandations, les bêta-bloquants intraveineux sont indiqués avec les patients présentant une TV polymorphe et des fibrillations ventriculaires en absence de contre-indication. Recommandation de classe 1B. La revascularisation complète est recommandée chez les patients pour traiter l'ischémie myocardique, chez les patients avec une TV et une FV. On peut donner également l'amiodarone dans le traitement des TV polymorphes. Là, c'est toujours les recommandations 2017. Donc, il faut réaliser une stimulation endocavitaire. Elle doit être envisagée lorsque la TV est récurrente malgré un traitement anti-arythmique et que l'ablation est impossible. Recommandation de classe 2AC. Et devant les TV récidivantes, et avec répercussion hémodynamique, malgré les cardioversions électriques répétitives qui n'a pas répondu, on peut la traiter par la lidocaïne et les bêta-bloquants. Recommandation de classe 2 niveau C. Donc les troubles du rythme supraventriculaire. Premièrement, la plus fréquente, c'est la fibrillation auriculaire, puis la tachycardie sinusale, la bradycardie sinusale et les extrasystoles auriculaires. La fibrillation auriculaire, c'est la plus fréquente. Elle représente elle est présente dans 5 à 28% des cas dans la phase aiguë et le plus souvent transitoire. Elle est le plus souvent transitoire et traduit d'autres complications telles que la distension auriculaire, l'ischémie du nœud sinusal, une atteinte du ventricule droit ou une réaction péricardique. Donc, la fibrillation auriculaire est responsable d'une diminution du débit cardiaque qui va aggraver l'ischémie, avec une aggravation de l'insuffisance cardiaque. Donc, il a été démontré que la fibrillation auriculaire est significativement associée à une augmentation de la mortalité et de l'incidence des AVC. Donc, ici, c'est une iconographie qui montre la fibrillation auriculaire avec une trémulation de la ligne de base des complexes QRS qui sont faits et l'absence d'onde. Alors, les recommandations dans la prise en charge de la fibrillation atriale pour le contrôle du rythme cardiaque, les bêta-bloquants intraveineux sont indiqués pour le contrôle de la fréquence cardiaque si nécessaire et s'il n'y a pas de signe clinique d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance cardiaque aiguë ou d'hypotension artérielle. Classe 1C, la myodarone intraveineuse est indiquée pour le contrôle de la fréquence cardiaque si nécessaire en présence d'une insuffisance cardiaque et sans signe d'hypotension. Donc, pour la cardioversion, il faut réaliser la cardioversion immédiate. Lorsqu'un contrôle adéquat de la fréquence cardiaque n'a pas pu être obtenu avec les agents pharmacologiques et en face d'un patient qui présente des signes d'hypotension artérielle ou d'insuffisance cardiaque, qui est hémodynamiquement instable. Donc, recommandation 1C, de type 1C. Il faut noter que chez les patients qui présentent une FA de nouveau documentée pendant la phase d'ischémie aiguë, une anticoagulation doit être ajoutée au traitement en tenant compte du score SHAD-VASc2 et de la thérapie antithrombotique concomitante. Niveau classe 2A, niveau C. Donc la tachycardie sinusale, la tachycardie sinusale, elle apparaît suite à un stress intense et si elle est persistante, elle témoigne d'une insuffisance ventriculaire gauche ou de la présence d'une insuffisance mitrale. Elle est surtout retrouvée chez les patients qui ont un IDM antérieur et ne présentent pas de facteurs pronostiques majeurs sur la mortalité. Donc la bradycardie sinusale, elle représente environ 5%, elle complique environ 5% des IDM, surtout les infarctus inférieurs. Lorsqu'elle peut être précoce, qui est due à une hypertonie vagale ou tardive, une
qui est due à une occlusion de la coronaire droite. Si elle est symptomatique avec une fréquence cardiaque allant jusqu'à en dessous de